parler d'un JDR qui s'appelle le Cabinet des Murmures, que entre nous, nous appelons les toilettes des soupirs, ou le WC Moi, des c'est le WC flatulences. bavard. Le Voilà, WC bavard. le WC bavard. Donc le Cabinet des Murmures, c'est un petit jeu de rôle qui m'a un petit peu tapé dans l'œil au moment où je l'ai vu, qui a été édité par les 12 singes, issu d'une campagne Game on Tabletop qui a reçu 200 souscripteurs à peu près. Qui Et remonte à qui un petit peu de propose, temps déjà. Hein. qui Ouais. commence à dater un peu en effet, donc je 2019. pense que c'est passé sous les radars et qu'on ne l'a Alors, pas trop vu. Pas tant que ça, on en avait parlé en 2010, on en avait parlé quand c'était sorti, et par contre il y a une deuxième campagne, une saison 2, qui est sortie il y a quelques mois. Tout à fait. On en avait parlé lors du dernier entre-released au lancement de la campagne. Exactement. On l'a fait Il est passé sous tes radars, mais nous t'inquiète pas, on l'avait vu On l'avait et vu. Ouais. on en avait parlé. Ouais. Mais c'est parce que je débute, je suis un néophyte moi, tu vois. Exactement. Et donc le Cabinet des Murmures, c'est un JDR qui vous met dans une époque dystopique où, à l'issue de la Première Guerre mondiale, la France l'a emporté, est devenu un empire hyper puissant qu'on appelle l'Empire des Aigles. Et vous allez, en tant que joueur, incarner des esprits de personnes contemporaines qui sont mortes dans diverses circonstances. Ça peut autant être un soldat qu'un enfant noyé, qu'une femme battue ou quoi que ce soit. Enfin, je te donne des exemples vraiment très différents pour vous faire une idée. Et donc chacun des joueurs va jouer un esprit, et ces esprits vont se retrouver tous ensemble à prendre le contrôle d'un médium qui est plus sensible et plus réceptif au monde spirituel. Et une fois que vous êtes dans son, on va dire dans son hippocampe, quand vous êtes dans son cabinet des murmures, vous pouvez chacun à tour de rôle prendre le contrôle de ce médium pour lui faire des actions. Et évidemment, l'intérêt de faire ça, c'est de travailler en collaboration pour que les atouts du temps du vivant de chacun des esprits servent lorsque vous faites une action particulière. Par exemple, n'envoyez pas la femme de ménage sauter d'un toit à un autre, envoyez plutôt le soldat des tranchées, qui sera Indiana peut-être Jones. plus physique, tu vois. Donc c'est un jeu qui est très intéressant dans son concept et dans son époque. Moi, on est dans les années 19e siècle, donc c'est complètement ce que j'adore, c'est ma cam, hein. Je suis fan de cette époque-là. Du coup, je rectifie juste ce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit Première Guerre mondiale, mais en fait c'est la suite de l'Empire napoléonien. C'est Napoléon qui a Ouais, pas perdu en c'est Russie. même avant en fait, c'est Ouais. avant la Première Guerre mondiale, tout à fait. Et d'où l'Empire d'ailleurs. Ouais, c'est l'Empire napoléonien qui ne perd pas en Russie et qui du coup uniformise et rallie tous les pays de l'Europe, et ça crée en fait l'Empire de l'Aigle, un L'Empire peu des comme Aigles. l'Union Européenne. C'est ici. Napoléon Et ça, a c'est vaincu excellent. la Russie. Et d'ailleurs, je spoil un peu, mais Napoléon III est un des contemporains de l'histoire que peut-être vous rencontrerez au cours d'une mission si vous jouez au cabinet du murmure. Je trouve ça énorme. 3 ou 2 Il y a les deux parce que le 2 va pas durer longtemps et le 3 va partir, va suivre après. Je ne spoil pas, je ne De toute spoil façon, pas. les épisodes 2, généralement, ils sont mauvais, donc on saute. Voilà, on passe tout de suite au 3. C'est quand même un truc de ouf. On a l'impression que c'est Fast and Furious, Napoléon. 1, 2, 3. Donc, voilà, ça c'est pour teaser un petit peu le concept du jeu qui est hyper intéressant. Je vais aller un petit peu plus loin dans la mécanique après, mais d'abord je voudrais faire un petit peu de lore autour de cette cohabitation esprit-médium. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous comme moi, nous sommes animés de corps, de chair, mais aussi d'esprit, donc on a tous déjà en nous un esprit, une âme qui est là. Et il faut vous dire qu'au moment où les esprits joueurs vont rentrer dans le médium et vont commencer à cohabiter dans le cabinet des murmures, deux choses peuvent alors arriver, c'est que l'esprit du médium va soit être complètement perdu et désorienté, il va s'enfuir dans son jardin secret, c'est-à-dire qu'il va se refouler dans son subconscient et n'existera plus, et donc les esprits auront intégralement le contrôle du médium. Ou alors, fait beaucoup plus rigolo, il peut persister et il peut cohabiter avec les joueurs, ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a un autre personnage qui sera incarné par le MJ, et qui sera cet esprit du médium qui va probablement être en conflit, en confrontation avec les autres pour essayer de reprendre la main, et ça va entraîner des discussions et des échanges hyper intéressants entre les joueurs. Ça me fait penser un peu, alors après t'as quelque chose de beaucoup plus récent, le film Split, où le mec a plusieurs... avec toutes ses personnalités, voilà, ouais. ou le livre qui est Les 1001 vies de Billy Milligan. Je sais pas si... Ça me dit rien, ça. C'est un tueur en série, en fait, qui finalement un jour est arrêté, et en gros, on se rend compte qu'il aurait une multitude de personnalités. C'est une histoire vraie, et il aurait eu plus de 100 personnalités en lui, et aujourd'hui encore, c'est l'un des cas les plus
suivis, enfin, en tout cas les plus curieux dans le monde de la psychiatrie, parce que finalement le gars avait de multitudes de personnalités. Ils avaient même prévu de l'adapter en film avec Leonardo DiCaprio en rôle principal. C'est toujours en production. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais voilà, ça me fait penser un peu à ça, le côté plusieurs personnalités dans le même corps. Même si là, Alors, en effet. même si là on est des esprits, en gros, des âmes perdues qui allons dans le médium, mais ça me fait un peu penser à ça. Et on peut rentrer un peu dans ce côté, en effet, schizophrénique, pluripersonnalité, qui d'ailleurs est une composante majeure du jeu, puisque ça va entraîner des échanges et des réactions avec les personnes que potentiellement vous avez connues de votre vivant lorsque vous étiez encore de chair et d'os, et qui vont se retrouver confrontés à un médium qu'ils ne connaissent pas, mais avec votre personnalité à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça peut entraîner des échanges hyper intéressants et hyper marrants. Et pareil avec votre némésis, ou peut-être votre assassin, qui sait. Pour entraîner des dénouements hyper sympas. Et Alors- justement, il y a tout le sel, enfin, le sucre plutôt, parce que si je dis le sel, on va dire que c'est mauvais. Alors que c'est l'inverse que je veux dire. Tout l'aspect Le intéressant miel. du jeu, le miel. Merci, je le cherchais, c'était quel ingrédient? J'allais dire la côte de bœuf au début, mais je n'étais pas sûr. La côte de bœuf du JDR, monsieur. La Dans côte le de bas bœuf aussi. du JDR, du coup, c'est C'est de saison. justement cet aspect-là. Exactement. C'est de saison. La raclette de La ce raclette. JDR-là, La raclette de c'est vraiment cet aspect-là que vous allez pouvoir justement faire jouer vos joueurs. Bah, peut-être qu'il a été tué par telle et telle personne et de les faire parcourir pour trouver qui les a tués ou qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire de ce personnage-là. Eh bien ça pourrait être des scénarios à la discrétion du maître de jeu. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des trucs hyper intéressants où chaque joueur esprit va avoir son petit moment privilégié dans les interactions avec le monde qui l'entoure. Je trouve ça génial. Ça peut ouvrir vraiment des schémas extraordinaires de parties. Alors au niveau de la mécanique du jeu, parce que maintenant il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ça peut sembler léger quand on évoque le thème et le concept, et en fait c'est hyper mécanique, peut-être un petit peu trop à mon goût. Néanmoins ça ne me freine pas à l'envie de vous faire jouer à ce jeu un jour. Le concept, c'est que les personnages esprits vont être composés de plein de ressources différentes. Donc déjà, il y a des statistiques, des caractéristiques que Tigorus est en train de vous montrer à ce moment-là, qu'on va développer avec un nombre de dés à lancer à chaque fois qu'on a un test à faire. On a 21 points à répartir, et ça peut aller dans le courage, l'intellect, la sensibilité, l'ouverture, l'attention, le charisme, etc. On a 10 qualités dans lesquelles on va mettre des points. Un point égale un dé qu'on lance lorsqu'on fait un test. Et inversement, il existe des défauts qui sont le pendant strictement opposé de chacune de ces qualités. C'est le petit rond rouge qu'on voit en bas à droite. Chaque fantôme dispose de 3 défauts qu'il est obligé de rentrer. Donc Ok. 3 dans un endroit, ou 1 ou 2 ou 3. Donc, Peu importe comment on les imprudence, répartit. superstition, jalousie, manipulation, indifférence, avidité, orgueil, intolérance, froideur, et le dernier c'est manie, c'est ça? Man. Ça doit être l'opposé de la coordination. Ouais, la manie. Mhm. Et donc ces défauts-là vont nous entraîner des malus lorsque l'on réalise des tests en fonction des qualités qui sont présentées ici. On a un maximum de 5 dés par caractéristique, mais par contre ce qu'on peut faire si on veut customiser un petit peu son personnage, c'est qu'on peut s'infliger des défauts supplémentaires pour gagner un dé dans une caractéristique. Alors attention à ne pas être non plus trop plein de défauts, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une partie exécrable où vous aurez des malus tout le temps. Alors derrière ces caractéristiques, on a le concept des aspects, il y en a 3 dans le jeu, qui ont des noms issus de l'arbre des séphirotes, donc le Neshama, le Roi et le Nefesh, qui font respectivement lien à la raison, l'intuition et l'action. Et ces trois aspects-là, il y a 6 points à répartir dedans. Alors ils sont pas ici, c'est voilà, sous-aspect sur la fiche devant toi là. Ces valeurs-là, en fait, sont des points bonus que l'on fait lorsqu'on réalise une action qui est directement en lien avec ceci. Donc, par exemple, si je fais un test de sensibilité qui fait appel à la raison, je lance 2 dés et là j'ai un bonus de +2 à mon résultat. Ok. Donc ça va être... ça commence à être un petit peu lourd déjà dans la mécanique, mais je pense que ça va beaucoup se jouer à la discrétion du MJ, potentiellement au fait que les joueurs vont dire « Ah mais là je fais un test de ça et comme j'ai tant dans tel aspect, alors potentiellement ça peut jouer. » Et donc voilà.
Je me vois pas être tout le temps avec la fiche de perso à dire il y a tant, on fait tel test, je rajoute des points. Tu vois. Et c'est Parce aussi que d'aller ça, dans c'est la le narration, quoi. premier. Ça, c'est la première couche. Après, il y a encore des trucs qui arrivent. Après, il y a les acquis. Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué à vendre. C'est des bonus de ta vie passée, donc de ta vie de chair et d'os, qui peuvent s'étaler sur 3 niveaux, débutant, qualifié ou expert. Et tu as, pareil, 6 points que tu vas attribuer dans des acquis. L'avantage, c'est que là, tu as un petit peu plus de liberté dans ce que tu veux dire. Par exemple, je suis un expert pianiste et je suis débutant faiseur de sushi, je dis n'importe quoi. Mais en gros, voilà, tu peux te donner des acquis qui te donnent des petits bonus pour customiser ton personnage. J'imagine bien l'esprit qui te hante faiseur de sushi, quoi. Ah, Parce que là, t'es content d'avoir pour les dates, tu vois. Mais après, sinon, en temps normal, bon. Alors sachez que dans le jeu, on vous propose d'incarner plutôt des esprits de la région européenne, histoire de rester dans le thème, et contemporain. Mais il n'y a rien qui vous empêche de jouer un fantôme d'un roi du Moyen-Âge ou d'un gueux de cette même époque, ou même d'un homme préhistorique. C'est Merveilleux. complètement autorisé. La difficulté, c'est qu'il va falloir accepter le fait que, un, vous ne communiquez pas de la même manière, deux, va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Mais c'est tout à fait possible Le pour les joueurs bordel. expérimentés. Et le MJ est expérimenté aussi. Tout le monde doit être expérimenté dans ce domaine. Voilà. Donc voilà, ces acquis vous apportent des petits bonus quand vous lancez vos dés. C'est un peu comme les aspects, ça rajoute à votre valeur de score. Et ensuite, on a les pouvoirs. Alors ça, c'est une partie qui est hyper intéressante parce qu'il y en a beaucoup qui sont mis à disposition des joueurs. Chaque esprit doit en avoir 6 au début de la partie et ils se définissent aléatoirement. Donc tu vas lancer tes dés de 6 et en fonction de tes résultats, tu vas choper tel pouvoir. Ça, on peut soit garder les mêmes du bout à l'autre de la campagne, histoire de vraiment avoir des persos très personnalisés, ou alors on peut les rendre aléatoires à chaque début de session, histoire de pas s'enfermer dans un archétype de personnage et de varier un petit peu les plaisirs de découverte de chaque pouvoir. Je trouvais intéressant d'avoir cette Ouais. latitude. Et ensuite, on arrive sur l'arbre des séphirotes. Alors, qui est mis vraiment en avant, c'est cet arbre avec ces 10 bulles qu'on voit là, que Tigreus nous présente. Ça a l'air d'être quelque chose d'énorme et en fin de compte, c'est pas si intense que ça. L'idée, c'est qu'il regroupe 10 bulles qui vont faire appel à votre comportement. Donc ça va guider votre roleplay. Les joueurs vont devoir positionner leur esprit sur chacun sur le rond qui correspond le plus à sa sensibilité par rapport à ses qualités initiales. Donc on va avoir quelqu'un d'attentif, de charismatique, d'intelligent, de courageux, etc. Et au cours de la partie, vous allez changer, si vous le souhaitez, votre état d'esprit en le déplaçant sur une ligne, mais vous n'avez pas le droit de traverser un cercle. Donc tu dois forcément t'arrêter sur un cercle adjacent. Et si jamais il y a un personnage qui est dessus déjà, alors on rentre dans une discorde et il y a un combat de dés et celui qui l'emporte se met à la place et l'autre jarde vers un autre état d'esprit, ce qui fait que ça doit changer son roleplay pour le reste de l'aventure. On peut changer plusieurs fois au cours de la partie. Donc si jamais ça vous convient pas d'avoir l'air savant alors que vous étiez quelqu'un de pas lettré, vous pouvez changer et partir sur quelqu'un d'autre, sur un autre rôle, tu vois, un autre. Et tu peux changer. Alors tu dis qu'on peut changer autant de fois qu'on veut, mais on suppose que si je me fais jarter d'un état, je peux pas retenter de me déplacer Ah si, tu peux y retourner, refaire une direct. Discord et relancer les dés, ouais, bien Ok, sûr. ouais, ok. Alors l'idée c'est que quand tu changes d'état d'esprit, certes ça guide ton roleplay, mais aussi c'est censé t'apporter la possibilité de faire des embellis, ça je vais y venir un petit peu après, c'est-à-dire des réussites critiques entre guillemets. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu es en train de passer 1 heure à la bibliothèque pour trouver une réponse à tes questions sur un sujet précis. Si tu es dans l'intelligent, le MJ va te donner la possibilité de faire une embellie et d'avoir peut-être des avantages sur ton jet parce que tu es dans l'état d'esprit qui correspond à l'action que tu veux faire avec ton esprit. Donc cet arbre des séphirotes, comme je disais, va favoriser l'embellie. C'est un système que je trouve hyper sympa. À partir du moment où tu vas faire une action en utilisant une qualité qui correspond à ton état d'esprit sur l'arbre des séphirotes, alors tu as le droit de demander à faire une embellie, c'est-à-dire que tu lances l'intégralité de tes dés de qualité. Les 6 et les 1 s'annulent, et si à la fin il te reste des 6, ou un 6 minimum, alors tu as une embellie, c'est-à-dire que tu fais une réussite critique. Si à l'inverse tes 6 et C1 s'annulent mais qu'il te reste un 1 en trop à la fin, alors là c'est un échec critique.
Et je trouve ça hyper intéressant. C'est un petit aspect de gamble et de pari sur ton résultat. J'avoue. Parce qu'en gros, il faut que tu fasses quand même plus de 6 que tu as fait de 1 pour que ce soit donc une réussite. Sinon, si tu fais des 1 comme Mathieu, c'est critique, quoi. Et du C'est coup, pas c'est un mal. échec critique avec vraiment des conséquences désastreuses. Ils insistent dessus dans le livret. Donc j'aime beaucoup cette idée-là. Et évidemment, il y a quand même un petit trick, c'est que tu peux refuser le résultat d'un désastre, mais tu te prends un défaut. C'est-à-dire que tu peux te dégrader à force de faire ça. Ok. Et alors, ça impacte Hem, quoi le fait que tu te dégrades? bah, le fait que tu aies trop de défauts fait que tu vas avoir des malus, permanents sur l'ensemble de tes jets à la fin. Parce que tu dois choisir l'endroit où tu mets un défaut, mais plus tu en mets, bah, plus tes jets de dés auront des résultats négatifs, enfin Tu, tu des deviens, soustractions. ouais, tu deviens un esprit qui finalement ne sert plus à rien, quoi. Tu vas Tu tuer le deviens moins médium, ouais. utile. Alors le Je vais médium finir peut par tuer le mourir. Le médium. médium peut mourir, à ce moment-là, le MJ doit rebondir très vite pour trouver comment en intégrer un nouveau et il peut y avoir des choses vraiment sympas à faire à ce niveau-là. Hem, donc là, on a vu toute la partie esprit et leur mécanique et leur fonctionnement. Il reste un truc à voir, c'est le périsprit. C'est un concept assez intéressant, c'est un peu votre essence et cette essence-là va vous servir de ressource. Donc si vous voulez faire, par exemple, une embellie, ça va vous coûter du périsprit. Donc, il faut le dépenser avec parcimonie, parce que si vous n'en avez plus, vous devenez complètement éthéré et vous êtes, entre guillemets, mort et vous sortez du jeu. Vous sortez du médium et vous jouez plus. Donc, il faut essayer de contrôler ça. Ça vous permet également de faire un truc intéressant. Chaque esprit, en plus de tout ce qu'on a vu avant, a deux, trois objets maximum qui sont liés à son histoire et à son passé. Et donc, vous pouvez matérialiser un objet pour votre médium, mais ça vous coûte du périsprit. Donc, par exemple, on est dans une situation critique et j'ai besoin d'une corde pour escalader un truc et hop, il s'avère que je suis un pendu. Donc la corde est un élément qui a été majeur pour moi et qui est présent dans le cabinet des murmures. Hop, je dépense mon périsprit, je le matérialise et mon médium a une corde et il peut s'en servir. Ok. Intéressant. Ça peut ouvrir des Ouais, c'est clair. perspectives sympas d'évolution du jeu et de l'aventure. Et enfin, tout ça se rajoute à la fiche de corps du médium, puisqu'évidemment, est en train d'envahir l'esprit de quelqu'un, il faut bien qu'il ait des stats lui aussi. Et vos stats vont se rajouter à celles du médium lorsque vous en avez le contrôle et que vous faites des actions avec lui. Donc là encore, il y a un petit côté intéressant. Histoire de faire des tests qui sont quand même un petit peu en adéquation avec le médium que vous occupez. Donc si j'ai un enfant, je vais pas aller me battre et me castagner avec tout le monde. Et inversement, si j'ai un mec qui est hyper lourd, hyper obèse, je vais peut-être pas faire des trucs d'agilité ou des trucs qui demandent un petit peu d'adresse, au niveau des jambes, tu vois? C'est Donc j'aime bien obligatoire, ce ça, monsieur. côté, le médium a un impact sur la manière dont tu vas intégrer ton gameplay. Ce qui fait qu'on a 3 degrés, on a le comportement de l'arbre de Séphiroth, les qualités de notre personnage à la base, enfin de notre esprit, et son histoire, et en plus, le médium qu'on incarne et qui peut évoluer en fonction de s'il meurt ou pas au cours de l'aventure. Et d'ailleurs, je crois que le médium n'est pas obligé d'être un humain. Mort. C'est-à-dire. Alors j'ai pas vu de partie, sur les incarnations animales, mais en tout cas, j'ai lu que la partie sur les animaux. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait effectivement rentrer dans un médium chien. Bah, pense à un chat ou à un renard, tu vois, qui sont des animaux psychopons. Donc tu pourrais être, rentrer dedans parce qu'ils sont plus sensibles, à l'esprit, enfin aux esprits et aux morts, dans le lore, de ces animaux. Mais, là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas vu cette partie-là et j'ai pas encore eu l'occasion de m'y intéresser. Il y a beaucoup de pages à lire et je vous avoue que j'ai juste, bien peaufiné les mécaniques, mais j'ai pas encore plongé plus loin dans l'aventure. Mais ce n'est que partie remise puisque j'aurai grand plaisir à vous faire jouer à ce jeu. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cet amalgame qu'il va y avoir entre votre vie passée, vos contacts passés, vos némésis passés, que vous allez potentiellement rencontrer, puisque c'est là aussi l'intérêt du jeu, c'est de vous confronter à votre passé, à l'événement qui a provoqué votre mort ou aux personnes qui en sont responsables, ou alors à qui vous étiez attaché affectivement, mais en étant à la travers d'un corps qui est complètement étranger aux personnes que vous rencontrez. Ça peut entraîner des histoires psychologiques qui vont être hyper fortes et hyper sympas, je pense. Et alors, Sachant que vas-y. en plus, pour compléter tout ça, ils ont sorti
des scénarios en fait, hein, des campagnes directement faites qui s'appellent les hantises. Et il y a 2 volumes et elles sont super intéressantes et ça permet de voyager dans l'Europe et après il y a une partie, avec le volume 2 qui est hors Europe. Ça permet en plus de visiter, d'avoir réellement une trame complète à suivre, sur plusieurs aventures. Trop cool. C'est génial ça. Ah voilà, du coup, ça conclut la partie du cabinet des murmures ou les toilettes des soupirs. C'était une belle, découverte. J'ai trouvé que c'était un petit peu lourd mécaniquement quand j'ai vu les couches de stats qui se rajoutaient les unes sur les autres. Mais je pense qu'à la discrétion du MJ, on peut, rendre ça un peu plus fluide et moins contraignant et rendre l'aventure hyper sympa. Moi, j'avais une question quand même concernant le. Déjà, il a eu le prix Rollist en 2021, donc il nous a pas présenté un jeu inconnu au bataillon. Il est Grog d'or aussi, hein, si je dis pas Ouais, de le bêtises. Grog d'or 2021, la même année, pour le meilleur système. Euh, pour un groupe, finalement, de joueurs, donc 3-4, c'est pas. Je parle vraiment pour les joueurs, parce que pour le MJ, forcément, il va avoir quand même pas mal de taf. Est-ce que c'est pas trop frustrant de se dire qu'en gros, on joue que chacun notre tour, mais en mode on aura notre moment de comédie, parce que finalement, c'est dans le rôle de comédien, enfin du médium, on devient le comédien. Est-ce que c'est pas trop frustrant d'être dans l'attente en mode bah, finalement, je ne peux pas jouer tout de suite parce que je dois attendre euh, que je sois à la place de l'esprit pour pouvoir manipuler le médium? Ou est-ce que finalement, il y a quand même des interactions possibles avec. Je vois la tête de Max qui se secoue. En fait, c'est pas si frustrant que ça parce que, en fait, tous les esprits, quand ils sont dans le cabinet, ils parlent entre eux. Donc, tu peux interagir avec les autres joueurs quand t'es dans le cabinet. Par contre, dès qu'il y en a un qui prend le contrôle, il y a que lui qui parle. Les autres, c'est taisez-vous. C'est vraiment l'idée qu'il y en a que un qui contrôle le corps à la fois et qui fait les actions dans le corps du médium. Mais quand tout le monde est dans le cabinet, tout le monde discute, donc il y a toujours ces interactions-là qui existent dans le jeu de rôle. Je pense pas que ce soit si frustrant que ça. Et inversement, ce qui est fun, c'est que l'esprit qui a le contrôle entend les esprits dans le cabinet des murmures, donc il y a un échange qui est présent. Mais si lui s'exprime, ça se passe pas par la pensée, il parle vraiment en haute voix, ce qui fait qu'il peut paraître fou auprès des gens qui sont autour de lui, alors qu'il se parle à lui-même. Et les esprits qui sont dans le cabinet des murmures, même s'ils n'ont pas le contrôle du corps, ils ont une certaine conscience, un certain niveau de conscience de ce qui les entoure, de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient le médium. Mais c'est un peu comparé à si tu voyais à travers un rideau d'eau, donc c'est un petit peu flou et au niveau du son, c'est très sourd et lointain, donc tu entends des choses, mais tu n'es pas sûr de bien les comprendre et tu aperçois des choses, mais de manière très floue et distincte. D'où l'échange indispensable entre le comédien et les esprits du cabinet. Ok. Merci. Ces précisions concernant les toilettes des soupirs. Le cabinet C'est des un murmures. plaisir. Le cabinet des murmures, donc chez les 12 singes, que vous pouvez donc retrouver directement sur leur site. Vous pouvez récupérer les PDF sur la boutique Game of Tabletop, parce que c'est là-bas qu'ils mettent en vente leur PDF. Et on avait parlé effectivement de la campagne numéro 2 qui était donc Hantise lors de notre dernière émission il y a un peu plus d'un mois. Ok. Merci beaucoup Antoine pour cette belle présentation.